Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai eu la chance de pouvoir mener un entretien avec Najat Vallaud-Belkacem à propos de la condition des femmes actuellement en Afghanistan et de ce que l'État français devrait faire pour leur venir en aide. Donc je vais vous le passer dans un instant, c'est passionnant. J'aurais voulu pouvoir vous présenter cette vidéo un tout petit peu plus tôt, mais il fallait trouver un moment avec Najat Vallaud-Belkacem pour qu'on ait tous les deux au moins une demi-heure pour pouvoir en parler. Et puis j'ai eu besoin de prendre un petit peu soin de ma santé. Donc voilà, vous m'excuserez pour ma toute petite mine aujourd'hui. Avant de vous présenter l'entretien, vous vous souvenez, bon, bien sûr, de Najat Vallaud-Belkacem. Elle est actuellement présidente de Terre d'Accueil. Elle a été ministre sous Jean-Marc Ayrault, avant et après le remaniement, et sous Manuel Valls. Des droits des femmes, elle a fait beaucoup de choses pendant qu'elle était élue, vraiment beaucoup de choses qu'on connaît bien aujourd'hui, comme la mise en place du 39-19, comme l'ouverture de 1600 places d'urgence en plus de ce qu'on avait. On attend toujours les nouvelles places d'urgence promises par M. Macron d'ailleurs. Elle avait permis d'inscrire dans la Constitution le délit d'entrave à l'IVG, de faire en sorte que l'IVG soit remboursé à 100%. L'ABCD de l'égalité et de la mixité des métiers, c'était un programme qui avait été testé dans des écoles pour apprendre aux petites filles qu'elles avaient exactement les mêmes opportunités que les garçons. Au travail, c'est le talent qui compte, c'était l'un des slogans qui avait été utilisé. Elle avait renforcé les lois pour l'égalité salariale, elle était même allée jusqu'à sanctionner 2 entreprises qui ne jouaient pas le jeu de l'égalité salariale. Donc vous voyez, bon, un vrai engagement. Elle avait participé à la pénalisation des clients des prostituées qui permet aux prostituées, quand elles sont agressées, de pouvoir se retourner contre le client beaucoup plus facilement. Et donc, son engagement pour les droits des femmes, elle ne l'a pas perdu, puisqu'elle est actuellement présidente de Terre d'Accueil, dont on va parler, de Terre d'Asile, pardon, dont on va parler de France Terre d'Asile, dont on va parler tout au long de cet épisode. Et juste avant de vous lire quelque chose de très important, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder les 45 minutes, 50 minutes à peu près, d'un documentaire qui s'appelle Afghan, qui est toujours disponible en replay sur France Télé. Vous aurez bien entendu le lien dans les commentaires de la vidéo, dans la description de la vidéo. C'est un documentaire qui est réalisé par Solène Chalvon-Fioriti, qui est assez incroyable et qui me rappelle, moi, à bien des égards, un autre documentaire qui s'appelait Eau argentée, qui était sur ce qui se passait en Syrie, qui avait joué un rôle quand même assez important dans l'indignation un petit peu générale de ce qui se passait en Syrie, d'un réalisateur qui s'appelle Osama Mohamed, qui est toujours en France d'ailleurs, je crois, qui est toujours en exil en France. C'est vraiment le choc des images, quoi, qui nous permet de réaliser l'horreur de ce que vivent les femmes afghanes et les petites filles aussi actuellement en Afghanistan. Et donc, je ne vais pas vous décrire tout ce qui se passe dans ce documentaire, vous le découvrirez, on revient dessus également pendant la vidéo, pendant notre entretien avec Najat Vallaud-Belkacem, et un autre site que je vous recommande, que je mettrai pendant l'entretien, qui s'appelle Accueillir les Afghanes. Des milliers d'Afghanes ayant fui l'enfer taliban sont dans les limbes au Pakistan et en Iran. La France peut et doit les accueillir en urgence. C'est une tribune, dont je suis d'ailleurs signataire, qui a regroupé 350 signatures en quelques heures seulement, donc voilà, encore bravo à France Terre d'Accueil et à toutes les personnes qui ont participé. Vous avez la réalisatrice du documentaire dont on vient de parler, qui est co-signataire, donc voilà, donc me voilà ici. Et on va la lire ensemble, cette tribune, pour que on comprenne bien en fait la situation actuelle dans laquelle sont les femmes en Afghanistan, et les enfants, en particulier les petites filles. Donc la tribune, elle dit la chose suivante, elle a été partagée par Le Monde d'ailleurs il y a quelques jours. Cet appel a été rédigé à l'initiative de Margot Ben, Solène Chalvon-Fioriti, donc la réalisatrice du documentaire Afghan, Sonia Ghezali et Nassim Majidi, grands reporters et chercheuses spécialistes de l'Afghanistan et de l'association France Terre d'Asile. Il est soutenu par plus de 350 personnalités de la société civile. Elles ont eu pendant 2 décennies une fenêtre sur la vie, la vraie, celle qui consent le rêve. 20 ans durant, à grand renfort de programmes d'éducation, de bourses universitaires, on a poussé les Afghanes à y croire. Elles ont repris le chemin de l'école, obtenu des diplômes en droit, en Women's Studies. Dans les départements d'astronomie de l'université américaine de Kaboul, un télescope fixait leur horizon à des années-lumière de là. Puis tous ces rêves sont devenus obsolètes, et leurs diplômes inutiles. Car en août 2021, dans un odieux et retentissant clap de fin, leur président a fui, les ambassades ont quitté le pays, le grand empowerment a pris fin. Les talibans ont repris du jour au lendemain le pouvoir, instaurant le régime des mollahs. Entre 2001 et 2021, le pourcentage inscrit de filles à l'école primaire en Afghanistan,
est passé de 0 à 40%. Le nombre d'étudiantes à l'université a été multiplié par 20, passant de 5 000 à 100 000 femmes. Les femmes composaient 26% du service public. En 2023, les compteurs ont été remis à zéro de force, par la seule volonté d'une dictature illégitime. Aujourd'hui, l'Afghanistan est le seul pays au monde où les fillettes ne peuvent plus aller à l'école au-delà de l'âge de 12 ans et où les femmes n'ont plus le droit d'accès à l'université. La majorité des femmes n'a plus le droit de travailler, plongeant d'innombrables familles dans la pauvreté. Les filles et les femmes sont traquées, battues en toute impunité. Coupables de tout, elles ne valent plus rien. L'Afghanistan est le pays le plus répressif pour les droits des femmes et des filles. À l'été et à l'automne 2021, des évacuations menées par des pays et des initiatives privées au milieu du chaos ont permis d'évacuer un nombre important d'Afghans et d'Afghanes. Mais les femmes, en particulier les femmes seules et qui ne disposaient pas de l'entre-gens nécessaire, ont été largement délaissées. Pour elles, il ne subsiste aujourd'hui que des initiatives ponctuelles menées souvent à bout de bras par des journalistes, des chercheurs, des organisations, pour leur permettre de quitter l'Afghanistan au compte-gouttes. Quand elles arrivent à franchir la frontière et rejoignent des pays limitrophes comme l'Iran ou le Pakistan, leur route d'exil est loin d'être terminée. Car extrêmement vulnérables, elles se retrouvent seules, exposées à de nouveaux dangers. Difficulté à se loger et à trouver un emploi, violence, trafic d'êtres humains, etc. Les Afghanes n'ont d'autre choix que de rêver d'ailleurs et pour beaucoup d'Europe. Il y va de leur vie. Ces femmes que nous évoquons, qui sont parvenues à rejoindre un pays limitrophe et pourraient être prises en charge, ne sont que quelques milliers. Elles sont courageuses, indépendantes, ont vu leur éducation ou leur carrière être brusquement interrompue, et ne demandent qu'à reprendre une vie active comme celle qui leur avait été promise en Afghanistan avant l'arrivée des talibans. En septembre 2021, le Parlement européen avait appelé à la création d'un visa humanitaire spécifique pour accueillir les femmes afghanes. Mais cet appel est resté sans suite, et aucune politique européenne coordonnée n'a été mise en œuvre. L'Europe tangue sur les questions migratoires et les femmes afghanes ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi la France doit agir vite pour les protéger. Elles, spécifiquement, parce qu'elles sont filles et femmes, et qu'elles sont à ce titre un groupe persécuté et en danger. Depuis la chute de Kaboul, la France a accueilli sur son sol quelques milliers d'Afghans, anciens collaborateurs des autorités françaises ou défenseurs des droits humains. Une démarche indispensable, bien sûr, mais bien faible comparée par exemple aux près de 30 000 Afghans accueillis par nos voisins allemands. Or, nous constatons que ce programme d'accueil s'essouffle aujourd'hui, et nous ne pouvons accepter que la France estime avoir rempli son rôle. C'est pourquoi nous, journalistes, chercheurs, enseignants, féministes, spécialistes de l'Afghanistan et des politiques migratoires, citoyens engagés, demandons aux autorités françaises de mettre en place un programme d'accueil humanitaire d'urgence pour permettre l'accès à notre territoire à ces femmes qui n'ont plus accès au travail ou à l'éducation et qui sont isolées au Pakistan ou en Iran. Ce programme d'accueil doit reposer sur 3 piliers. Une aide humanitaire dans les pays frontaliers de l'Afghanistan permettant de protéger ces femmes qui fuient, un engagement à faciliter et accéder les délivrances de visas leur permettant de rejoindre la France pour y demander l'asile, un système d'accueil renforcé à l'arrivée en France qui reconnaisse leurs besoins spécifiques et s'ajoute aux dispositifs déjà existants pour les autres demandeurs d'asile. La France, si prompte à affirmer une conduite... La phrase est tellement hypocrite que j'ai du mal à la lire. La France, si prompte à affirmer conduire une diplomatie féministe, a les moyens d'agir pour protéger la vie et l'avenir de celles à qui, si récemment encore, nous promettons tant. Il est temps de passer aux actes. L'appel a été paru le 21 avril au Monde. Restez à la fin de la vidéo. Najat Vallaud-Belkacem nous explique que nous, citoyens, on peut également agir et je vais faire juste un tout petit rappel à la fin de la vidéo pour pouvoir rappeler nos moyens d'agir dans cette situation humanitaire absolument catastrophique. Je vous passe désormais l'entretien que j'ai pu avoir avec elle. Merci encore de m'avoir accordé ce temps. C'était important pour moi. J'espère du coup que cette vidéo aura un écho, que ça vous donnera envie de vous engager pour cette cause. Je vous réexplique à la fin de la vidéo comment agir précisément. Mon nom est Najat Vallaud-Belkacem, j'ai 45 ans, je suis actuellement présidente en effet de France Terre d'Asile, qui est une association qui accueille et accompagne les demandeurs d'asile en France. Je suis également directrice générale d'une ONG de solidarité internationale qui s'appelle ONE. Et je suis une ancienne ministre, puisque j'ai exercé ces fonctions de ministre des Droits des Femmes, puis de l'Éducation nationale, entre 2012 et 2017. Donc sous Jean-Marc Ayrault, si je me souviens bien, et peut-être sous Manuel Valls aussi ? Absolument, sous la présidence de François Hollande.
et sous la présidence de François Hollande. Pour rappeler un petit peu vos actions, parce que vous avez beaucoup travaillé justement sur les droits des femmes, vous avez permis un renforcement de la loi sur l'IVG en renforçant le délit d'entrave à l'IVG, entre autres. Un remboursement intégral par la sécurité sociale aussi, l'inscription dans le code pénal de différentes formes de harcèlement sexuel, puisqu'il y avait une sorte de vide un petit peu vacant jusque-là. Vous avez sanctionné des entreprises qui ne respectaient pas l'égalité salariale, donc ça c'est très courageux. Vous avez créé au minimum 1600 places d'hébergement d'urgence supplémentaires à celles qui existaient pour les femmes victimes de violences conjugales, mis en place le numéro 3919, que toutes les femmes en situation de violence conjugale peuvent appeler. Participer à la loi aussi qui permette du coup de sanctionner les agresseurs dans la prostitution en pénalisant les clients. Vous avez fait beaucoup de choses pour les droits des femmes durant cette période-là. Et finalement, en fait, vous continuez sur cette lancée-là avec votre implication dans Terre d'Asile. En quoi consiste en fait le travail de cette association France Terre d'Asile ? Oui, France Terre d'Asile, c'est une association qui a maintenant plus de 50 ans, hein, qui est née dans les années 70. Et depuis le départ, l'idée, c'est de venir en aide et d'accompagner dans les meilleures conditions possibles des personnes qui arrivent fourbues au terme d'un parcours d'exil qui a été le plus souvent assez violent, hein. On sait combien les routes migratoires sont dangereuses. Des personnes donc, qui arrivent chez nous exténuées, qui ont besoin d'être tout simplement appuyées pour faire leur demande administrative de demande d'asile, mais aussi pour être hébergées. Et donc, nous avons un certain nombre de centres d'hébergement à travers tout le territoire français dans lesquels nous voyons défiler plusieurs dizaines de milliers de personnes que nous allons non pas simplement loger, mais aussi accompagner sur un plan psychologique, administratif, je l'ai dit. Et puis surtout, nous œuvrons à l'égard des pouvoirs publics pour que le droit d'asile continue d'être un droit défendu, bien encadré, bien protecteur. Et vous savez que le débat public ne se prête pas forcément toujours à ça en ce moment. Donc nous avons aussi un énorme travail de plaidoyer. Concrètement, offrir le droit d'asile à une personne qui fuirait la guerre, par exemple, c'est vraiment lui assurer une protection, peut-être pas définitive, mais au moins en attendant que la guerre s'interrompe. C'est ça l'enjeu du droit d'asile, c'est de leur permettre d'être protégés, de ne pas être expulsés, par exemple. Oui, pour bien expliquer les mots, parce que souvent dans le débat public, on les mélange. Donc, en fait, quand une personne arrive après avoir fui son pays pour cause de persécution, hein, le plus souvent, c'est de cela qu'il s'agit, quand elle arrive en France, elle va demander l'asile. Elle est donc demandeuse d'asile. Si le gouvernement, l'État auquel elle le demande, finit par le lui donner, donc ça, c'est une procédure administrative, instruction du dossier, appel si besoin, qui dure plusieurs mois, voire plus d'un an. Au terme de cette instruction, si l'asile lui est accordé, elle obtient donc le statut de réfugiée. Et une fois réfugiée, elle entre dans un cadre bien précis, en effet, où elle bénéficie d'une protection, de la possibilité de s'installer dans notre pays, d'y travailler, d'y loger. Et en fait, aujourd'hui, le problème auquel on est confronté, nous, c'est bien sûr des délais administratifs qui sont beaucoup trop longs, c'est des hébergements qui parfois manquent cruellement. Vous nous verrez souvent intervenir sur le fait que ce n'est pas normal que des gens finissent par dormir sous des tentes. Parce que l'État n'a pas prévu assez d'hébergements, tout simplement. Et puis, une fois que ces demandeurs d'asile obtiennent le statut de réfugié, c'est leur intégration la plus rapide possible dans la société française. Évidemment, la question de l'apprentissage du français entre en ligne de compte, mais aussi l'intégration par l'emploi. Donc, nous sommes aussi au contact d'un certain nombre d'entreprises pour faire en sorte que les emplois s'ouvrent aussi à ces populations. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un enjeu majeur, urgent, à faciliter ce droit d'accès au droit d'asile aux femmes afghanes. Oui, alors s'agissant de l'Afghanistan, donc on a décidé de lancer cet appel pour des raisons qui sautent aux yeux, je crois, hein. D'abord, on l'a fait, je voudrais le préciser, France Terre d'Asile, on l'a fait en partenariat très direct avec un certain nombre de journalistes et notamment Solène Chalvon-Fioriti. Je crois que vous avez vu le documentaire Afghan. Absolument. Et sinon, je précise à tous ceux qui nous écoutent qu'il est encore disponible en replay sur France TV.
C'est un documentaire absolument précieux parce qu'il met à jour des choses que l'on sait, que le grand public sait confusément, mais sur lesquelles il me semble il n'est pas suffisamment éclairé. C'est-à-dire que l'Afghanistan est devenu aujourd'hui le pire pays du monde pour les femmes et les filles. Le seul pays du monde où on leur interdit tout simplement d'être éduquées. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a aussi la violence au quotidien, il y a l'enfermement, le confinement, le fait de n'avoir absolument plus aucun horizon possible pour ces filles et ces femmes. Mais c'est vrai que cette question de l'éducation est une illustration toute particulière du fait que on leur interdit tout avenir. Donc, l'Afghanistan étant le pire pays pour les femmes, on estime que nos gouvernements devraient faire preuve d'un petit peu d'imagination, de créativité pour savoir comment aider. Il apparaît très clairement maintenant qu'il n'y a malheureusement pas de diplomatie possible avec les talibans, qu'il n'y a rien à leur dire de particulier, que ça n'est pas des partenaires entre guillemets avec lesquels on pourrait essayer de négocier ceci ou cela. Donc la seule question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on sauve le maximum de gens possible et notamment de femmes. Et notre inquiétude, c'est que quand on regarde la situation des femmes qui cherchent à fuir ce pays, eh bien, d'abord, dans les tout premiers temps, en août 2021, lorsque les Américains ont quitté l'Afghanistan, il y a eu un certain nombre de départs qui ont pu être aidés par des pays, que ce soit les États-Unis ou des pays d'Europe. Et en fait, on constate que ce sont quand même pour l'essentiel des hommes qui ont pu ainsi partir, que les femmes, malheureusement, avaient moins d'entre-gens, d'une certaine façon, pour pouvoir partir. Donc, beaucoup d'entre elles sont restées là-bas, que les plus exposées d'entre elles, celles qui, avant le retour des talibans, étaient magistrates, étaient journalistes, étaient des personnalités publiques, sont carrément en danger de mort permanente. Parce qu'elles sont activement recherchées pour cela, tout simplement, et qu'il leur en est fait reproche. Et donc, nous, ce que nous disons à travers cet appel, c'est on ne peut plus fermer les yeux sur cette situation et on doit pouvoir utiliser tous les moyens possibles pour que lorsque ces femmes décident de quitter leur pays, le chemin qui les amènera à rejoindre un pays plus sûr, bien, soit lui-même plus sûr, soit plus protecteur qu'il n'est aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'elle passe généralement par l'Iran, par le Pakistan, et que ce sont des pays dans lesquels elles subissent encore bien d'autres misères, bien d'autres violences qu'on pourrait éviter. C'était ma question suivante, justement. Le documentaire parle beaucoup des femmes qui sont restées en Afghanistan et de leurs conditions. On en parlera après parce qu'effectivement, le documentaire est absolument édifiant. Mais ce que vous dites, vous, Najat, c'est que les femmes qui sont en situation d'être réfugiées actuellement en Iran, au Pakistan, qui sont bloquées dans ces pays-là, finalement ont autant besoin d'aide que celles qui sont restées. Mais oui, parce que en fait, il faut se mettre, comment dire, dans la situation de ces femmes ou de ces filles qui cherchent à quitter l'Afghanistan. Donc, en effet, quand elles arrivent, et ça n'est vraiment pas donné à tout le monde malheureusement, hein, mais quand elles arrivent enfin à franchir la frontière, eh bien, elles vont rejoindre les pays juste à côté, et notamment l'Iran, le Pakistan. Et sur ces pays, enfin sur ces territoires-là, en fait, elles se retrouvent extrêmement vulnérables, exposées à tous les dangers possibles, difficultés notamment à se loger, à trouver un job, le temps de se refaire. Elles sont victimes de traite des êtres humains, elles sont victimes de violences. Donc c'est aussi cette situation-là qu'on a décidé d'éclairer à travers cet appel pour dire à un pays comme la France, si nous voulons être à la hauteur, il nous faut véritablement prévoir plusieurs choses. Prévoir d'abord que quand ces femmes arrivent dans ces pays limitrophes de l'Afghanistan, il y ait une aide humanitaire qui permette de les protéger concrètement, qu'elles ne se retrouvent pas à dormir à la rue, par exemple, exposées à toutes ces violences, mais aussi que, puisqu'on a des consulats sur place, etc., qu'on ait une facilité de délivrance des visas qui soit beaucoup plus grande et qu'elles puissent, depuis ces pays limitrophes, eh bien, demander l'asile de façon beaucoup plus simple.
Et puis enfin, quand finalement elles arrivent sur notre territoire en France, eh bien, qu'on reconnaisse leurs besoins spécifiques, la violence de ce qu'elles ont eu à vivre, et qu'on leur apporte vraiment une protection qui se justifie compte tenu de cette situation. Vous parlez des protections des femmes, et c'est très intéressant parce que l'une des conséquences directes qui se produira dans les prochaines années, étant donné qu'on les empêche d'étudier la médecine, par exemple, et que les hommes ne peuvent pas soigner les femmes là-bas, qui va soigner les femmes dans les prochaines années en Afghanistan? Personne. Personne ne sera formé, effectivement. Mais oui. Bien sûr, c'est ça en effet qu'il faut avoir en tête, juste pour que vos auditeurs aient bien les choses à l'esprit. Quand on dit que l'éducation s'est arrêtée du jour au lendemain, avec plusieurs péripéties que vous avez suivies les uns les autres, depuis le retour des talibans, il faut avoir en tête que lorsqu'il y a eu cette vingtaine d'années pendant laquelle, d'une certaine façon, après l'intervention américaine, etc., on avait repris une vie, entre guillemets, normale en Afghanistan, donc entre 2001 et 2021, eh bien, le pourcentage des filles à l'école primaire était passé pendant ces 20 ans de 0% à 40%. Le nombre d'étudiantes à l'université avait été multiplié par 20. Il était de 5000 femmes à l'université en 2001 et il était passé à 100 000 femmes à l'université en 2021. Donc, en fait, quand vous laissez la possibilité à ces filles, ces femmes de s'éduquer, de s'instruire, vraiment, elles se précipitent sur cet horizon de vie d'une façon absolument incroyable. Et à contrario, donc depuis le retour des talibans, malheureusement, les compteurs, comme on le dit dans l'appel, ont vraiment été remis à zéro de force. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus de femmes pour aller à l'école, de filles pour aller à l'école au-delà de l'âge de 12 ans. Et évidemment, plus d'accès à l'université non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on parle de familles, entières qui vont être plongées dans la pauvreté, puisque si les femmes n'ont pas le droit de travailler, c'est aussi, un salaire en moins, un moyen de subsister en moins. Ça veut dire aussi, comme vous venez de le dire, que nombre de ces femmes étaient soignées comme infirmières, comme médecins à l'hôpital. Ça veut dire que c'est toute une santé, un accès à la santé, et notamment à la santé maternelle et infantile, qui est en train de disparaître parce qu'il n'est pas pris par d'autres pendant ce temps-là. Donc, ça veut dire en effet les plus graves conséquences à attendre sur la santé non seulement des femmes, et notamment avec des taux de mortalité au moment de mettre au monde un enfant, donc sur la santé des femmes, mais aussi sur celle de leurs enfants, parce que des femmes non instruites, des femmes qui n'ont pas accès aux soins, c'est des femmes qui sont malheureusement dans l'incapacité de traiter même les problèmes les plus simples que peuvent rencontrer des enfants en bas âge. Donc oui, c'est un vrai danger qui guette. Avec, en plus de ça, une inégalité de sexe très forte, le documentaire le montre très bien. Et là, ça reprend beaucoup les propos d'Ernestine Ronay et d'Édouard Durand, qui rappellent que quand on protège une mère, on protège toujours les enfants en même temps. Où on voit dans le documentaire que quand une petite fille vient au monde, c'est une catastrophe pour la famille, elle sera moins nourrie, elle sera moins élevée. C'est dramatique. Là, les petites filles qui naissent en Afghanistan n'ont quasiment aucune chance de salut si la situation ne s'inverse pas. Oui, j'avoue que quand on regarde ce documentaire, on a du mal à retenir son émotion, ses larmes même, je le reconnais volontiers, parce que c'est une déflagration d'inhumanité qui conduit en effet, y compris les familles là-bas, à nourrir des considérations qui sont terribles, c'est-à-dire à souhaiter ne pas avoir de filles, ne plus avoir de filles, ne plus mettre au monde de filles. Euh, voilà, c'est face à tout cela qu'il me semble que la communauté internationale et l'Union européenne aussi ne peut plus rester silencieuse. Et vous vous souvenez que lorsque les États-Unis avaient quitté l'Afghanistan en août 2021, dans la foulée, en septembre 2021, le Parlement européen avait appelé à la création d'un visa humanitaire spécifique pour accueillir les femmes afghanes. C'est triste, mais cet appel, il est resté sans réponse. Il est resté sans réponse.
ça ne veut pas dire que certains pays en Europe n'ont pas fait beaucoup. Honnêtement, l'Allemagne, par exemple, dans les faits, se comporte très bien sur ce sujet-là. Elle a déjà accueilli 30 000 Afghans sur son sol. Pour mémoire, nous, on est à quelques milliers. Mais l'Union européenne, le Parlement européen, la Commission européenne, malheureusement, pour l'instant, n'est pas à la hauteur. Tout simplement parce que, vous le savez, hein, l'Europe, sur ces questions migratoires, elle est toujours tentée par les thèses populistes, par le refus de l'appel d'air ou que sais-je. C'est la nature du débat public qu'on connaît ici aussi en France, mais peut-être encore pire au niveau européen. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment un réveil collectif pour se rendre compte qu'une partie de l'humanité est en train de se faire étouffer sous nos yeux sans réaction. Ça me permet de rappeler un documentaire qui était sorti sur la destruction de la ville de Palmyre en Syrie qui s'appelait Eau argentée, qui racontait en fait le quotidien des gens qui vivent dans un milieu de guerre. Et c'est le genre de documentaire à montrer à toutes les personnes qui pourraient s'opposer à une facilitation du droit d'asile, comme vous le décrivez. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Najat, et les gens qui nous regardent, pour vous soutenir, pour soutenir Terre d'accueil? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vous aider? Alors, ce que vous venez de dire est très important. C'est-à-dire que, en fait, quand on compare d'une certaine façon, hein, pardon pour cette comparaison, mais moi, mon sentiment, c'est que au moment où sont arrivés chez nous des déplacés ukrainiens, qui étaient pour beaucoup d'ailleurs des déplacées ukrainiennes, hein, beaucoup de femmes, eh bien, il y a eu du côté des citoyens et de l'opinion publique une véritable empathie, un sentiment de solidarité qui a conduit beaucoup de nos concitoyens à se faire eux-mêmes hébergeurs de familles ukrainiennes, pardon. Et en fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce que l'opinion publique se sent si mobilisée et si en solidarité sur l'affaire des Ukrainiens et moins sur d'autres affaires qui sont tout aussi affreuses, quoi. Je veux dire, comment ne pas être touchée par ce qui se passe pour les femmes afghanes. Et en fait, ma réponse, c'est que, en fait, il y a une espèce de préparation de l'opinion publique, c'est-à-dire un éclairage, une information qui doit être à la hauteur. S'agissant de l'agression de la Russie en Ukraine, cette préparation, cette information simple a été faite puisqu'on suivait au jour le jour les horreurs de la guerre, la séparation des familles ukrainiennes, la tristesse des enfants attendant vainement que leur père revienne et qui ne revenaient pas, le fait d'être jeté sur les routes de l'exil alors qu'on était bien chez soi et qu'on n'a pas particulièrement choisi de rejoindre la France ou l'Allemagne pour profiter de je ne sais quel système. Voilà, tout ça a été documenté. Et du coup, l'opinion publique se l'est approprié et voyait bien, donc, quand arrivait une famille ukrainienne sur notre sol, une famille de victimes, desquelles prendre soin, parce que c'est notre commune humanité qui nous le réclame. S'agissant d'autres populations, et c'est toujours le problème avec le débat public qui entoure le droit d'asile, on n'a pas cet éclairage préalable, on n'a pas cette communion finalement rendue possible par l'explication. Et donc, très souvent, on ne sait pas ce qu'ont vécu, au-delà de l'Afghanistan dont on parle aujourd'hui, mais ce qu'ont vécu les Éthiopiens qui arrivent là, ce qu'ont vécu un certain nombre de peuples qui, qui nous envoient dans les faits un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus supporter les persécutions. Je pense par exemple au Bangladesh. Ou au Congo, la République démocratique du Congo, ce sont autant de territoires qui vivent des atrocités et quand les gens décident de les quitter, c'est vraiment parce qu'ils n'en peuvent plus et que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Eh bien, je pense qu'il nous faudrait ces explications, il nous faudrait ces reportages plus réguliers pour comprendre. Et s'agissant de l'Afghanistan, le documentaire dont on est en train de parler, Afghan, fait vraiment ce travail-là. Moi, je voudrais qu'il circule le plus possible. Je suis vraiment très reconnaissante à la journaliste Solène Chalvon-Fioriti de l'avoir réalisé. Quel courage aussi.
Voilà, elle-même d'ailleurs a beaucoup de courage, hein, parce qu'elle était présente, parce que ça fait des années qu'elle y est, parce que voilà, donc moi ce que je crois, c'est que la première des choses, puisque votre question c'était comment nous aider, la première des choses, c'est de contribuer par tous les moyens qu'on a en sa possession à éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe là-bas. Et puis la deuxième des choses, parce qu'il ne faudrait pas une fois qu'on a cet éclairage, tomber dans un écueil qu'on connaît bien, c'est-à-dire être tellement terrassé par l'atrocité du monde qu'on en vient à baisser les bras en se disant mais en fait on peut rien faire. Non, on peut faire des choses. On peut absolument faire des choses. Je le disais à l'instant en vous exposant les solutions que nous on plaide pour que le gouvernement retienne. On peut absolument prévoir un programme humanitaire dans les pays limitrophes de l'Afghanistan qui permettra de protéger les femmes afghanes qui ont fui leur pays et d'éviter qu'elles soient victimes de traite humaine ou d'autres misères. On peut dire clairement, bah, écoutez, l'Afghanistan étant devenu le pire pays du monde pour les femmes, nous, la France, qui avons une diplomatie féministe, en tout cas qui nous targuons d'en avoir une, eh bien, nous allons vraiment accélérer, faciliter les délivrances de visas pour ces femmes afghanes qui demandent l'asile. Et on peut continuer comme ça longtemps. On peut prévoir quand elles arrivent ici, plutôt que de les laisser perdues, eh bien, de prendre en charge la question de leur santé mentale qui a énormément souffert et qu'il ne faut jamais sous-estimer les polytraumatismes causés par tout ce qu'on évoque. Voilà. Donc, en fait, je pense vraiment que des solutions sont possibles, qu'il faut regarder du côté, pour le coup, des pays qui ont plutôt bien géré la situation. J'évoquais l'Allemagne tout à l'heure. Et se mettre un petit peu dans cette roue-là avec de l'ambition. Donc, nous, en tant que citoyens, on partage les informations qui sont partagées sur les situations là-bas et on interpelle éventuellement nos députés, nos politiques sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait qu'on peut le faire désormais, sur la nécessité, comme vous le dites, de créer un programme humanitaire qui soit conséquent, renforcer et faciliter l'accès au droit d'asile. Et ça, on le fait nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes. Alors, vous et nous tous, ce que nous pouvons faire déjà, c'est aller regarder un site que nous avons créé pour informer tout le monde qui s'appelle accueillir les Afghanes, c'est tout attaché.org, accueillir D'accord. les Afghanes.org. Je Et l'afficherai en sur même ce temps. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce site, vous avez tout à la fois le texte de l'appel et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont, d'ailleurs y compris vous, sincèrement, qui ont accepté de signer cet appel. On a été vraiment dépassés par le succès, si je peux utiliser ce terme, parce qu'on s'attendait à avoir allez, moins d'une centaine de personnes. On s'est retrouvé avec plus de 350 en à peine quelques heures. Bravo. Personne et vraiment, non, mais ça a fait beaucoup de bien à notre morale collectif, mais personnalités de tous les champs de la société civile. Et je tiens à le dire, je veux dire, sans couleur partisane, politiquement parlant, on voulait vraiment la société civile, c'est-à-dire à la fois des journalistes, des comédiens, des magistrats, des avocats, des infirmiers, enfin tout, des médecins. Vous allez voir un petit peu, je vous laisse regarder. Mais en tout cas, donc cet appel, vous pouvez le relayer à votre tour sur les réseaux. Vous pouvez en faire la publicité d'une façon ou d'une autre en parlant dans vos propres émissions si vous en avez. Et puis surtout, vous tenir au courant parce que pour nous, c'est le début d'une histoire. Hein, c'est pas du tout la fin, cet appel. Et on va essayer de créer des événements, de mobiliser pour que le gouvernement entende de plus en plus fort l'appel qui lui est envoyé aujourd'hui. D'accord, bah écoutez, c'était très clair, merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre une ouverture sur la situation des droits des femmes en France? Oui. Malheureusement, malgré les efforts que vous ayez pu fournir, aujourd'hui on compte encore 100 à 200 féminicides annuels dans le cadre du couple, entre 80 000 et 200 000 agressions sexuelles ou viols annuels selon les chiffres. Comment on fait là? Comment on va pouvoir faire pour s'en sortir? Nous, les hommes, on essaye de s'impliquer dans les luttes antisexistes, certains hommes, on essaye de relayer ces appels-là sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, est-ce qu'on en fait assez actuellement en France? Est-ce qu'on peut en faire plus? Et quelles sont les solutions que vous envisagez? Alors, on peut toujours en faire plus, hein, il n'y a absolument pas de doute à avoir là-dessus. La question, je pense, c'est vraiment celle de, je parle du point de vue des pouvoirs publics, hein, c'est vraiment celle de la mobilisation
tous les jours, 24 heures sur 24 sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque part, à l'échelle d'un ministère des droits des femmes, par exemple, une réflexion quotidienne sur comment est-ce qu'on améliore encore les dispositifs. Il ne faut jamais se reposer sur ce qui existe déjà en se disant, après tout, la loi a déjà prévu que tout cela n'était pas possible. Non, je veux dire, concrètement, tous les jours, les violences se reproduisent, prennent de nouvelles formes. Il faut les suivre avec beaucoup d'attention pour en comprendre justement ces nouvelles formes. Donc, les étudier, faire en sorte que des solutions adaptées à ces nouvelles formes soient trouvées. Par exemple, on voit bien qu'une partie de ces violences passe par du cyberharcèlement. Il faut être beaucoup plus créatif sur le plan de la législation pour stopper ce cyberharcèlement. On a besoin d'hébergements encore plus nombreux que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. On a besoin de professionnels qui soient suffisamment formés pour aider à détecter les violences le plus tôt possible. Je me permets de faire une petite parenthèse, mais j'ai lu par exemple, je crois que c'est sur le Monde diplomatique, que les 16 000 places d'urgence qui avaient été ouvertes au fur et à mesure de votre passage avaient été quasiment débordées, enfin étaient déjà toutes remplies dès l'instant où elles étaient ouvertes en fait. Ce qui montre que les besoins sont colossaux. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter en se disant c'est bon, on a fait notre pourcentage d'ouverture d'hébergement. La réalité, c'est que les violences faites aux femmes, je crois que maintenant, on est suffisamment documenté sur le sujet pour comprendre qu'elles sont absolument massives, en fait. Elles sont vraiment massives. Et pas simplement à l'échelle de la France, puisque à l'échelle du monde, c'est une femme sur 3 qui subit des violences. Donc, elles sont massives, donc ça veut dire que les moyens qu'il faut y mettre et l'ampleur des réponses à apporter doivent être massives. Moi, j'ai été très frappée lorsque, au moment du Grenelle sur les violences faites aux femmes, il y a de cela 3 ans, je crois, 3-4 ans, les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences étaient toutes unanimes pour estimer les besoins à peu près, à l'époque, elle disait 1 milliard d'euros supplémentaires. Et que, en fait, jamais, à ma connaissance, on a pris le temps de se poser sur ce chiffre, de le prendre avec du sérieux, parce que je ne pense pas que les associations vous disent comme ça, au doigt mouillé, ce dont elles ont besoin, de se demander combien est-ce que cela signifie d'hébergement, de procédures d'accompagnement spécifiques, de présence de psychologues dans les commissariats, les gendarmeries pour accompagner ces témoignages et aider les femmes à porter plainte, de formation, je le disais, de professionnels, parce que en fait, si vous n'avez pas les médecins qui spontanément vont poser les questions sur de potentielles violences conjugales au moment de recevoir une patiente, si vous n'avez pas des enseignants qui arrivent quand même à détecter parmi leur classe le fait que certains élèves ne vont pas bien. Enfin, je veux dire, c'est autant d'opportunités de repérer à temps les violences pour les arrêter à temps qui sont perdues. Et donc, la formation des professionnels, elle est absolument indispensable. Et ça, pour le coup, enfin, vous voyez bien à quel point les termes sont larges, parce que les professionnels dont on parle, ça peut recouvrir tous les champs dans lesquels, à un moment donné, on est face à une femme qui pourrait parler si on l'aidait à parler. Donc, ça veut dire beaucoup de monde, ça veut dire beaucoup de moyens. Donc, les 1 milliard d'euros que demandaient à l'époque les associations, moi, je les trouvais même presque sous-évalués, c'est-à-dire que c'est évident qu'il y a besoin de cet effort budgétaire considérable. Mais en même temps, le jeu en vaut tellement la chandelle, honnêtement. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pas simplement plus vertueux ou plus agréable, mais aussi de plus nécessaire à une société que de sortir du cycle infernal des violences quelqu'un qui y est plongé. Parce que ça veut dire quelqu'un à qui vous permettez de reprendre le trajet d'une vie normale, s'occuper de ses enfants, travailler, allez, on va même dire un gros mot puisqu'on parle de travailler, du coup payer des cotisations sociales. On sait très bien que laisser les gens dans la misère, c'est ce qui vous coûte le plus cher à la fin quand vous êtes un État. Donc vraiment, moi personnellement, si j'étais aux responsabilités aujourd'hui, je ferais de ce sujet, comme je l'ai fait à l'époque où j'y étais d'ailleurs, mon obsession quotidienne.
Bon, bah, on vous remercie sincèrement. Est-ce que vous Merci à aimeriez vous. rajouter... Oui, pardon? Non, non, je disais merci à vous. Est-ce que vous aimeriez rajouter quoi que ce soit sur le sujet des femmes en Afghanistan? Je n'ai pas abordé le point de l'accueil des familles. Est-ce qu'il serait possible, envisageable, comme ça s'est fait avec les familles ukrainiennes, que des personnes bénévolement euh, consacrent une partie de leur appartement, une chambre, s'ils ont une chambre, pour accueillir des réfugiés? Il y en a un qui le font et on les en remercie vraiment beaucoup. Moi, sur ce sujet-là, je dis toujours que vraiment l'apport des citoyens, il est précieux parce que mettez-vous à la place d'un de ces demandeurs d'asile, d'une de ces demandeuses d'asile. On a aussi besoin de se sentir accueilli, euh, accompagné avec un sourire bienveillant, pouvoir avoir des discussions avec d'autres humains, tout simplement, dans le nouveau territoire dans lequel on se retrouve et pas simplement avec des fonctionnaires ou avec des intervenants sociaux. Donc cette dimension aide à l'intégration et puis bienveillance et générosité, elle est absolument majeure pour se sortir d'affaires. Après, moi, je ne veux pas que les pouvoirs publics non plus comment dire, se déchargent sur les citoyens d'un certain nombre de responsabilités qui sont les leurs. Par exemple, quand vous avez affaire à des demandeurs d'asile, demandeuses d'asile qui sont dans un état de santé psychologique et mentale extrêmement fragilisé, c'est compliqué d'imaginer que les citoyens tout seuls vont pouvoir accompagner. Ça, c'est trop lourd en fait pour les citoyens. Même chose pour les démarches administratives. Et c'est pour ça que des associations, des structures comme France Terre d'Asile et d'autres existent. C'est qu'elles sont composées, vous voyez, chez France Terre d'Asile, il y a 1500 salariés qui sont des intervenants sociaux, qui connaissent le droit par cœur, qui sont là pour répondre de façon très fiable aux questions, pour faire avancer les procédures, les dossiers. Donc du coup, ces associations-là, elles sont indispensables et c'est pour ça que j'ai accepté de prendre la présidence de celle-ci parce que en fait il y a besoin d'une professionnalisation en quelque sorte de cet accompagnement qui est très lourd, qui je vous assure nos salariés vivent parfois des moments difficiles quand ils entendent tous ces récits, quand ils sont confrontés à toute cette tristesse, à cette violence, mais en même temps eux au moins ils sont armés d'une certaine façon par leur professionnalité, par leur formation, ce que les citoyens ne sont pas toujours. Donc moi, je dirais que c'est vraiment l'alliance des deux qui est indispensable. On a besoin d'associations, on a besoin de professionnels aguerris et assermentés, et on a besoin, pour aider les demandeurs d'asile, les réfugiés, à mieux s'intégrer et à se sentir un peu plus en famille, on va dire, on a besoin aussi que des citoyens nous donnent un coup de main. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant la fin de l'entretien? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je redonne simplement le nom du site internet voilà, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations. Ce sera plus simple, accueillirlesafghanes.org. Et puis, sinon, la tribune et l'appel dont nous parlons a été publié dans Le Monde de vendredi 21 avril. Et je ferai apparaître tout ça à l'écran. Écoutez, je vais vous remercier en privé dans quelques instants. Je dis simplement au revoir aux personnes qui suivront la vidéo demain. Merci à tous de l'avoir suivi. Voilà, bon, c'était très clair, c'était limpide. Alors comment on agit concrètement? Vous l'avez compris, on en a parlé à la fin de notre entretien. Il doit y avoir une sorte de guerre d'images. C'est-à-dire que, comme Najat Vallaud-Belkacem nous l'a expliqué, on a été préparé à ce qui s'est passé en Ukraine et donc on a eu une sorte d'empathie générale pour les réfugiés ukrainiennes, ce qui est très bien, c'est formidable. Étant donné qu'on a très peu d'images qui nous viennent d'Afghanistan, on ne réagit pas de la même façon, on ne montre pas la même empathie. Et donc, l'une des premières choses à faire, c'est de partager le documentaire afghan et de partager la tribune qui a été produite dans le monde, la partager en masse. Nous pouvons interpeller les personnes qui nous représentent sur les réseaux sociaux, nos députés, on peut leur écrire, etc., pour leur demander de prendre leurs responsabilités dans cette affaire, évidemment. Et puis, il ne faut surtout pas tomber dans une forme de résignation qui consisterait à penser que, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est citoyen. On compose ce pays, on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu par exemple avec la vague MeToo, les mouvements populaires peuvent produire quelque chose.
les mouvements populaires peuvent forcer les politiques à s'adapter à nos attentes. Et là, nos attentes aujourd'hui, elles sont évidentes, c'est de pouvoir sauver la vie à ces Afghanes et à ces filles, à ces femmes et à ces filles afghanes qui subissent l'enfer actuellement en Afghanistan. Partagez le documentaire, partagez cette tribune-là, interpellez vos représentants sur les réseaux sociaux, si vous leur écrivez directement par courrier, etc. Et puis voilà, on va se laisser sur cette note optimiste. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vais retourner me reposer. À bientôt.